Bonjour, je m'appelle Joël Aubert, je suis journaliste. Certains savent que j'ai une vie antérieure à Sud-Ouest, mais aujourd'hui je fais un journal qui s'appelle Acquis.fr. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver ici, si nombreux pour explorer une grave question. Le bonheur, est-ce masculin ou féminin? Nous allons tenter de le faire avec trois personnalités qui ont en commun la passion des mots, la passion de l'écriture et la passion de dire. Je vais vous présenter rapidement les trois intervenants de cette table ronde. Une fois n'est pas coutume, comme il sera en minorité à côté de deux femmes, Marc Duguin, qui, après une enfance au Sénégal, a fait des études à l'IEP de Grenoble, et puis à 35 ans, après avoir essayé l'entreprise, créé une entreprise d'aviation civile, a décidé de se lancer dans l'univers des lettres. Il était passionné notamment parce que la compagnie de son grand-père lui avait de bonne heure fait toucher du doigt le drame de la Grande Guerre. Il a écrit un premier roman, La Chambre des officiers, qui a été un fantastique succès. Et c'est de là qu'est parti ensuite ce parcours extraordinaire qu'il poursuit aujourd'hui en l'élargissant à la fois au cinéma et à la réalisation. Donc, Marc nous parlera aussi de ce travail qui oscille entre la recherche de la vérité, proche du journalisme, mais en même temps le besoin de dire avec des formats d'aujourd'hui. Et puis, nous aurons avec nous une Béarnaise qui disait il y a quelques jours à nos amis de la République « Ah, mes années chéries en Béarn du côté de Gand ». Paul Constant, membre de l'Académie Goncourt, dont elle a reçu le prix en 1998 pour Confidence pour Confidence. Paul viendra nous dire, avec l'extraordinaire profondeur de sa culture littéraire et philosophique, ce que les femmes ont pu apporter au bonheur et continuent de leur apporter aujourd'hui. Elle nous parlera aussi sans doute de sa réflexion à mi-chemin entre l'Afrique, notamment où elle a beaucoup vécu, et puis aujourd'hui la France, cette France qu'elle aime profondément et qu'elle vit entre Aix-en-Provence et aussi ce Béarn où elle revient très souvent. Et puis nous allons accueillir Audrey Pulvar. Dois-je beaucoup vous la présenter? Vous la voyez, elle a un parcours professionnel assez extraordinaire dans notre métier, depuis ses premiers pas à France 3 à Marseille, jusqu'à iTélé, en passant par tous les autres que je ne peux pas énumérer parce qu'il y en aurait beaucoup trop. Elle a beaucoup changé de maison, ce qui est le signe très concret de la liberté qu'il habite et qui lui a permis de plonger ces derniers temps, au prix d'un effort dont elle me parlait tout à l'heure assez exceptionnel, tout l'été dans la rédaction de ces femmes libres dans lesquelles elle se reconnaît et dont elle va nous parler, elle qui mène un combat de journalistes engagés et le revendique. Voilà, je vous demande donc de les accueillir. Marc Duguin. Je le passe là. Paul Constant. Merci Paul. Et ma consoeur Audrey Pulvar. Merci de l'accueil que vous leur réservez. Ils le méritent. Bon, nous allons donc tenter d'explorer ensemble cette grave question. Elle est très grave, mais enfin on va la prendre avec juste un brin de sourire. Je dis souvent, pardonnez-moi juste cette digression, plus le temps passe, plus il est absolument impératif de continuer à sourire, de rechercher en permanence à réfléchir en souriant, parce qu'autrement le monde est trop grave. Paul, m'autorisez-vous à vous demander justement de nous parler des femmes et du bonheur, celles qui de bonheur, justement de bonheur, ont essayé d'apporter une contribution, je dirais, philosophique à cette question. Vaste question, réponse courte. L'idée du bonheur en Europe
va naître au XVIIIe siècle. Elle naît au XVIIIe siècle avec l'apparition d'une société de l'individu, l'individu que crée la bourgeoisie. Avant le XVIIIe siècle, la société est trop christianisée, elle pense trop à l'au-delà, le bonheur c'est le paradis, c'est pas sur terre, et c'est une société de la gloire et du renoncement. Si vous avez en tête quelques pièces de Racine, aucune héroïne de Racine ne parle de bonheur. Elles parlent toujours de leur gloire. Les héroïnes de Corneille parlent de leur gloire. Au XVIIIe siècle, inversement de tendance, l'individu pointe le nez, et dans l'individu, les femmes. Et on a compté, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, au moins 50 parutions, discours, éloges, réflexions sur le bonheur. Donc vous avez certainement entendu parler du traité de Madame du Châtelet, qui était la compagne de Voltaire, et qui avait écrit un discours sur le feu, un autre sur l'eau, et le troisième sur le bonheur. Donc ça devient un sujet que les femmes traitent. Pourquoi est-ce qu'elles le traitent ? Parce qu'elles sont des individus et parce que c'est un sujet qui intéresse l'intime. Or, toutes les productions féminines, celles qu'elles s'autorisent, la poésie, la peinture, très peu le roman, sont des productions de l'intimité. Donc, elles réfléchissent sur le bonheur comme sur une histoire intime et une histoire intime du féminin. Voilà la première partie de ma réponse. Eh bien, je crois que c'est une bonne introduction à notre réflexion. Audrey, je suis tenté de vouloir tirer le fil entre le propos de Paul et puis votre dernier ouvrage, votre ouvrage dans lequel vous nous présentez l'extraordinaire série de ces femmes qui vous ont marqué et où vous puisez aussi dans la fréquentation desquelles vous puisez cette force et cette volonté d'engagement et de dire. Le fil qu'on peut tirer. Alors, le fil, il est, j'espère ne pas le casser, parce qu'en fait, le thème de mon livre, c'est justement la liberté. Bien sûr. Et la liberté, c'est pas forcément le bonheur, c'est la quête du bonheur, en fait. Et elle a peut-être ceci de supérieur au bonheur, qu'elle n'est pas soumise à exigence de résultats, comme le dit Janet Winterson. Moi, j'ai voulu rendre hommage à une vingtaine de femmes qui ont compté pour moi, qui comptent encore beaucoup, qui m'ont aidé à former ma pensée féministe, qui sont des femmes pour la plupart connues, mais pas toutes d'ailleurs, de toutes époques. Louise Michel, par exemple, Camille Claudel, Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi, Maria Alikina, qui est l'une des Pussy Riot, Angela Davis, Toni Morrison, enfin il y en a une vingtaine qui sont des femmes qui ont toujours beaucoup compté pour moi, leur combat, leur œuvre. Il y a des chanteuses aussi comme Barbara, comme Janis Joplin, et qui ont formé en moi ma vision féministe de la société. Et le point commun de ces femmes, comme par exemple Karen Blixen ou Doris Lessing, leur point commun, c'est que ce sont des femmes qui ont choisi la difficulté, le risque, voire la pénibilité d'une existence authentiquement assumée, comme dit Simone de Beauvoir, c'est-à-dire une existence de sujet et non d'objet, et de sujet agissant. Alors, elles sont en quête de cette liberté, elles se sont battues toute leur vie pour celles qui ne sont plus là, pour la conquérir, pour la garder et pour l'imposer, leur chance, leur destin, pour paraphraser René Char. Mais elles n'ont pas forcément été toujours, voire jamais pour certaines, heureuses. Donc, mais avec toujours cette quête, encore une fois, c'est qu'elles n'ont pas toujours été heureuses, ou elles n'ont pas, pour certaines, elles n'ont jamais été heureuses, mais elles ont toujours voulu l'être. Et donc, elles ont toujours été, c'est pour ça que je citais Janet Winterson, qui est aussi dans le livre, elles ont toujours été en quête du bonheur, à la recherche de ce bonheur, sans forcément attendre un résultat à cette quête. Nous y reviendrons pour faire écho au propos de Paul sur le thème de l'intime, parce qu'au fond, ce qui est intéressant aussi derrière ces portraits, c'est qu'il y a des histoires très personnelles qui rendent compte aussi de ce qu'elles sont devenues et de la considération qu'on leur a portée. Marc,
Bon, bah, voilà le garçon De de service. circonstance. Oui. Bon, Vous voulez que je parle du bonheur oui, Oui. oui, singulièrement. Moi, j'ai un souvenir dans ce parcours incroyable qui est le vôtre quand même, Ouais. quoi, que je regarde avec mes cheveux gris, avec absolument admiration. Je me dis comment passe-t-on de ça, 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 et sans arrêt. En fait, pour vous dire la vérité, ça avait très très bien commencé dans le ventre de ma mère, puisque il y avait piscine tous les jours déjà, pas de problème d'alimentation, même pas se donner la peine de respirer. Vous imaginez quand même ce que c'est. Malheureusement, ça a duré que 9 mois, un peu plus pour moi, parce que j'étais assez feignant, je suis arrivé en retard, et après c'est l'expulsion. Et là, il y a un terme évidemment qui apparaît vers l'âge de 8 ans, c'est « on va mourir ». Mauvaise nouvelle. Donc, évidemment, il y a un moyen de survivre à ça, c'est la postérité littéraire. Malheureusement, ça ne me concerne pas. Mais pour le reste, moi, ce que je trouve intéressant dans ce débat, c'est l'idée que le bonheur masculin ou féminin, ce qui est amusant, c'est que pour moi, le bonheur, c'est quand il n'y a pas de malheur, déjà. Je trouve que c'est une première étape. Réponse Après, très simple et didactique, voilà. je l'accepte. Après, on peut essayer de faire mieux, mais déjà, pas de malheur. Et curieusement, les sources du malheur sont essentiellement masculines, puisque c'est la violence, et la violence est masculine. Et pourtant, elle est au féminin. C'est bizarre qu'elle soit au féminin. La maladie est au féminin aussi. Et la mort, qui conclut toute notre affaire, est au féminin aussi. Que de malheur. Donc là, je crois que l'Académie française doit faire un gros boulot pour qu'on revienne à quelque chose d'un petit peu Ouais, plus... c'est une invitation. voilà. Hein. Alors que le courage est au masculin, et quand on sait que dans la réalité, souvent... Oui, souvent, oui. Souvent, ouais. Bon. On est d'accord Je là-dessus. taquine. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aujourd'hui deux grandes idées du bonheur qui sont matérialistes. Et le matérialisme, c'est masculin, alors que la spiritualité, qui nous fait un peu défaut, est féminine. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Oui, enfin, pour faire court, moi, j'ai passé à peu près une vingtaine d'années de ma vie à me tromper sur ce que je voulais, en fait. C'est l'idée que je me faisais du bonheur, c'est-à-dire la réussite dans la finance, ensuite dans l'aviation, etc. Et puis par bonheur, puisque on en est là, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce qui m'intéressait, et j'ai changé. Et donc maintenant, je suis heureux, je fais des livres, je fais des films. J'ai le malheur de vous dire que je suis parfaitement heureux. Voilà. Alors un écrivain heureux n'a pas beaucoup d'avenir, comme vous savez, mais c'est pas grave. Oui, mais les thèmes que vous traitez, Marc, si je puis vous relancer, ne sont pas forcément marqués du sceau du bonheur. Quand vous nous parlez de la classe politique, à la manière du thriller, c'est quand même, ça décoiffe, quoi. C'est pas. Oui, mais bon, il faut bien s'amuser un peu aussi, quand même. Ah bah oui, ça c'est sûr. Mais là, oui, bah évidemment, avec l'emprise. C'est pas de la classe politique, c'est d'une certaine pratique de la politique Les mœurs. dont j'ai voulu parler, qui est une pratique qui a émergé dans les années, on va dire, qui a été consacrée dans les années 2007, et qui me dérange profondément. Donc, d'où la nécessité de parler. Parce que si vous voulez, le problème, c'est que les gens de pouvoir nous écrivent des fictions. Et si les gens de fiction ne ramènent pas à la réalité, bah finalement, on est toujours hors sol. Et on ne la connaît pas, la réalité. Donc la réalité, c'est bien aussi de l'approcher pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens, Donc c'est ça qui est intéressant, mais il n'y a pas de grand malheur là-dedans. Non. Paul, que vous inspire le propos de Marc, justement? C'est que, au fond, il y a des états du bonheur et des états différents. Il n'y a rien de plus intime que de parler de son bonheur personnel, parce que c'est se décrire. Mais se décrire à différentes périodes de sa vie. Je pense que le bonheur d'un garçon de 12 ans n'est pas le même que d'une jeune mère de 30 ans et pas le même non plus que d'une femme plus âgée. Et il faudrait un petit peu définir, voir où se situe le bonheur
entre le sentiment d'être heureux et le sentiment d'être joyeux. Et je dirais par exemple que je suis personnellement plus joyeuse qu'heureuse. Et c'est une façon d'aborder la vie. On peut être joyeux et être troublé intérieurement. Voilà. D'autre part, est-ce qu'on peut connaître le bonheur actuellement, tous ensemble? Est-ce qu'on peut exprimer, est-ce qu'on a le droit d'exprimer un bonheur dans le contexte d'un monde en malheur, que les journalistes nous montrent et nous racontent en malheur? Donc, c'est une notion extraordinairement volatile que le bonheur. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Audrey Pulvar, toutes ces femmes qui ont choisi la liberté, qui ont choisi d'exister, et très souvent d'exister sur un modèle masculin de conquête, c'est-à-dire je suis une femme, c'est-à-dire un homme comme un autre, qui a été véritablement les femmes qui ont précédé nos générations. Je pense particulièrement à Simone de Beauvoir, que j'ai bien connue. Elles ont dû faire le deuil du bonheur intime. Vous connaissez tous la phrase de Germaine de Staël qui dit « La gloire, c'est le deuil éclatant du bonheur ». Mais Germaine de Staël, elle avait écrit un roman extrêmement compliqué dans lequel elle racontait, c'est Corinne, elle racontait la gloire d'une jeune poétesse qui est saluée dans Rome, elle passe par des arcs de triomphe, etc. Mais pour goûter la gloire de sa réussite poétique, qui est saluée par l'Europe entière, son héroïne est obligée, est quittée par son fiancé qui lui préfère en Écosse une jeune fille toute simple qui ne lit jamais. Et on a menacé les femmes. On les a menacées en disant « oui, vous allez être un homme comme un autre, ou vous allez inventer une voie nouvelle. Mais attention, vous allez tout perdre. Vous allez perdre l'amour des hommes comme les autres, et vous n'allez pas être des mères, puisque, au fond, le bonheur suprême de la femme, ça serait d'être une mère. » Assez d'accord avec ça, évidemment. Dans le prolongement, je crois que c'est au-delà d'être un homme comme les autres, c'est être, enfin leur combat, c'est d'être un être humain comme les autres. Alors effectivement, cette formule, elle est souvent reprise, mais je crois qu'elles allaient effectivement encore un peu plus loin, y compris Simone de Beauvoir, qui au départ n'aimait pas les féministes, mais vous l'avez connu, donc vous savez ça par cœur, voulait être considérée comme un écrivain ou une écrivaine. La question ne se posait pas à ce moment-là, mais elle voulait être considérée comme un auteur, sans se poser la question de savoir si c'était une femme auteur ou un homme comme un autre homme. Donc elle voulait être simplement un être humain, comme la plupart des femmes dont je parle dans ce livre. Et par rapport à ce que disait Marc Duguin tout à l'heure, le fait de se tromper pendant une vingtaine d'années, je crois que beaucoup en sont là, je dirais pas beaucoup d'entre nous, quoique, mais beaucoup en sont là. Mais c'est la question, moi, ce qui m'intéresse, qui m'a toujours intéressée dans mon travail, même auparavant, parce que j'avais déjà publié avant, c'est la petite marge, petite ou grande d'ailleurs, marge qu'il y a entre ce qu'on fait de sa vie et ce qu'on aurait aimé en faire. Et à quel moment, justement, on est conscient de cette marge. C'est-à-dire, est-ce qu'on est malheureux toute sa vie en se disant, mais au fond, et surtout quand on est une femme, au fond, je n'ai pas la vie que je souhaiterais. Je pense à cette sublime chanson d'Alain Souchon, Le Bagad de Lambiwé. Tu la voyais pas comme ça, ta vie, pas d'attaché caisse quand tu étais petit. Tu la voyais grande et c'est une toute petite vie, mais qui t'a rangé à plat dans ce tiroir. Tout le monde se la pose, cette question-là. Après, est-ce qu'on se la pose toute sa vie en étant malheureux toute sa vie, ou est-ce qu'à un moment, peut-être comme vous l'avez fait, on se dit mais non, c'est pas ça, ma vie, c'est pas ce que je voulais en faire. Je vais peut-être pas réaliser tous mes rêves, mais au moins je vais essayer de mener une vie conforme à ce que je voudrais et une vie d'être libre. Et pour les femmes, c'est un tout petit peu plus compliqué, évidemment, pour toutes les raisons que vous avez signalées. Et pour les femmes dont je parle, ça a été un tout petit peu plus compliqué parce qu'elles, y compris les très contemporaines, mais pour la plupart, elles ont dû non seulement échapper
au destin qui était choisi pour elle, mais échapper au destin que l'époque choisissait pour elle et échapper au destin que souvent leur famille choisissait pour elle. Et ça reste terriblement d'actualité. C'est pour ça que je pense que de toute façon, les combats féministes restent Et même à l'enfermement, s'agissant de Camille Claudel. Oui, mais alors là, pour le coup, c'est presque un paroxysme d'un destin choisi pour elle. C'est-à-dire qu'elle a toujours, Camille Claudel, depuis la toute petite enfance, un peu comme Louise Michel d'ailleurs, c'était des enfants qui étaient extrêmement libres, qui étaient toutes petites, comme Isadora Duncan dont je parle aussi, qui toute petite avait déjà, mais quand je dis petite, c'est 6 ans, 7 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, avait déjà conscience qu'elles voudraient faire de leur vie autre chose que ce à quoi elles étaient destinées par les autres. Camille Claudel l'a voulu, elle a voulu même aller au bout de cette quête d'absolu et de liberté. Je suis persuadée que dans une autre époque, elle aurait eu un autre destin, elle n'aurait pas été enfermée aussi longtemps, et je suis persuadée, après avoir bien étudié sa vie, qu'elle était beaucoup moins folle qu'on ne le dit, que certes, elle était peut-être un peu à côté de ce qu'on peut considérer comme la norme, mais qu'elle aurait très bien pu avoir d'ailleurs les rapports médicaux, les rapports des médecins qui l'ont suivi, des psychiatres, etc., le disent. Assez vite, elle aurait très bien pu retourner à la campagne chez ses parents, enfin chez sa mère, parce que son père était décédé. C'est au moment où son père décède que sa mère l'enferme. C'était le dernier qui la protégeait non pas de la folie, mais de la colère sidérante de sa propre mère. Donc si elle avait été dans sa famille, si elle avait été à la campagne, elle aurait pu continuer son œuvre, elle aurait pu vivre paisiblement et mourir paisiblement, et non passer plusieurs décennies enfermée contre son gré, abandonnée, ensevelie par cet abandon, a toujours jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, même, imaginez 30 ans dans une maison de fous, c'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque, où les gens mouraient de faim, parce qu'au moment de la guerre, ils étaient abandonnés, mouraient de faim, mouraient de froid, et jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier jour, elle dit « Ma place n'est pas ici, ma place n'est pas ici, je ne suis pas folle, je sais ce que je fais, je sais ce que je veux, moi ce que je veux c'est être libre, c'est être une femme libre qui assume son talent, son génie jusqu'au bout et donnez-moi juste la possibilité de le faire. » Je ne doutais pas, Audrey, que vous lançant sur Camille, vous alliez nous dire ça avec cette force et une véhémence contenue. Paul, oui. Oui, c'est pour ça que l'œuvre d'art, la sculpture, la peinture et, comme l'a très bien dit Marc Duguin, le roman sont des voies qui s'offrent aux créateurs, aux gens qui sont dans le malheur pour recréer ailleurs un bonheur. Bonheur au sens, c'est-à-dire devenir ailleurs maître ou maîtresse d'un destin que l'on a décidé. Parce que c'est ça, exactement ce que nous a dit Marc Duguin tout à l'heure. Le monde il est tel qu'il est, et ce monde lui paraît une fiction, donc il va écrire une fiction qui est la réalité. C'est cette liberté merveilleuse que nous donne le roman. Et j'inclus Audrey Pulvar, puisque vous savez qu'elle a aussi écrit des romans. En tout cas, un que j'ai au Mercure de France que j'avais beaucoup aimé. Et donc, la vie, le bonheur dans la vie, c'est une négociation avec son époque et c'est une négociation avec son contexte social. Ça se négocie. Ce mot éclatant de bonheur, au fond, il fait partie d'une petite gestion de boutiquier. D'abord, écarter les malheurs, revenir égoïstement à soi, c'est souvent ce que l'on pense sur le bonheur. Ma famille, mes enfants, et on ferme la porte. Et puis, ce que permet l'art, et dans tous les arts, ce que permet le roman, c'est la conquête du monde, certainement un monde de malheur, parce qu'il n'y a pas de roman heureux, mais dans cette conquête-là, il y a un moment où l'écrivain a le bonheur de créer. Bon, voici quelque chose qui est très fort, Paul, dans votre effort de synthèse.
Mais oui, mais c'est ça qui est magnifique et c'est le lieu aussi de cela, enfin, si j'ai bien compris. Ce que j'ai aimé, c'est la négociation avec son époque, Marc. C'est intéressant Oui. à creuser, non? Enfin, je pense. Ben, je crois ce que dit Paul est très intéressant parce que, enfin, de mon point de vue, le bonheur, c'est un combat. C'est-à-dire, c'est un combat contre des éléments qui sont extrêmement forts. Ça démarre par un combat contre l'enfance et les blessures, les névroses, les psychoses, enfin tout ce qu'on a pu récolter d'un environnement affectif ou désaffectivé particulier. Et puis ensuite, il y a la société qui de plus en plus décide. Et je peux vous dire, puisque je travaille sur un livre sur le contrôle des individus dans les années qui viennent, qu'il y a des gens qui travaillent aux États-Unis dans un certain nombre de grandes sociétés comme Microsoft, Google, etc., qui ont une idée du bonheur qui, moi, me fait froid dans le dos et qui vont forcément imposer. C'est-à-dire, c'est une idée de ce qu'est l'individu, de son impatience, parce qu'aujourd'hui, tout est fait pour à la fois créer l'impatience et y remédier, donc la connectique. Et moi, plus je travaille sur ce livre avec mon ami et partenaire Christophe Labbé, plus je me rends compte que ça va être très compliqué d'être heureux par soi-même. Et je crois que effectivement, cette négociation avec l'environnement, ça va au-delà. C'est-à-dire qu'il y a un combat avec l'environnement. Il y a un moment, moi je suis sidéré par le virage qu'on a pris là sur les 20 dernières années dans le rapport à l'argent, qui est devenu une espèce de... qui a absolument sidéré tous les dieux existants dans un premier temps. Qu'on soit dans la littérature, qu'on soit dans n'importe quoi. Moi, j'ai fait un documentaire d'art là aux États-Unis sur un sculpteur américain. J'étais à une soirée de ces collectionneurs. Ils ne m'ont parlé que de fric, mais que de fric. Puis c'était beaucoup d'argent, hein, parce que c'est des gens qui avaient mis 40 millions de dollars dans un musée. Donc, mais c'est une espèce d'obsession de l'argent et ça monte et ça monte et ça prend du territoire. Et pour être heureux, il faut de l'argent, il faut réussir, et ça n'a plus de limite. Moi, je dis toujours la différence entre le luxe et un certain confort, c'est le vol. Et je me rends compte que le vol est devenu, c'est-à-dire la confiscation est devenue un mode d'exercice du pouvoir qui est et pour nous, derrière, c'est quand même c'est compliqué de se trouver un endroit, de s'ajuster, se dire, alors attendez, là moi je suis heureux, m'emmerdez pas, j'aimerais bien rester dans mon truc et qu'on vienne pas me... Et c'est très compliqué parce que constamment, même quand on est écrivain, il faut que ça marche, et on va faire ça, et on va sortir à telle date, et tu verras. Et à un moment... Marc, est-ce que... Je vous interromps. Est-ce que dans les mouvements qu'on aperçoit, notamment en Europe aujourd'hui, de réaction par rapport à l'immense déception et l'impuissance on va dire du politique, en tout cas des mœurs, il y a quand même beaucoup de mouvements qui naissent. Pas loin ici, il suffit de traverser la frontière. On va prendre les exemples en Espagne, à Podemos par exemple, où un mouvement populaire naît, où peut-être il y a quelque part une envie que ce soit autre, mais peut-être le fil du bonheur qu'on veut recréer, retisser, pour faire écho à l'emprise des majors américains sur notre destin. Oui, mais ça c'est une vraie question, parce que, comme le disait le président de Google, le pouvoir, il est dans je ne sais plus si c'est le 7e ou le 8e continent, c'est celui qu'ils ont créé. C'est-à-dire que les politiques aujourd'hui, d'abord, l'avenir s'approche à une vitesse exponentielle. C'est-à-dire que jamais l'avenir n'a été aussi vite à arriver sur nous. Et dans ce contexte-là, il est clair que le pouvoir, je crois qu'il ne faut pas blâmer les politiques, c'est que ça va tellement vite et l'évolution technologique est tellement forte. Par exemple, je vais vous dire une chose, moi je suis à peu près persuadé que d'ici 30-40 ans, le travail n'existera pratiquement plus. Peut-être même avant. Et aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, c'est trouver du travail pour tout le monde. Donc le problème n'est pas le travail, le problème c'est la répartition de la richesse. Et ça, on a un petit peu de mal à s'y mettre. Et donc, moi j'ai l'impression qu'effectivement,
il faut reprendre le pouvoir et le reprendre très bas à notre niveau, de la cellule familiale, du quartier, sinon L'information on qu'on va recrée. on va se faire laminer. On va se faire laminer. Moi, je serais trop vieux pour être laminé, mais je pense que ceux qui vont arriver derrière, ça risque d'être Bon, très bien. très compliqué. Et leur combat pour le bonheur sera encore plus violent que celui que nous, on aura pu avoir pendant notre existence. Et je crois que le problème sera de savoir quelle est la notion de bonheur, parce que tout à l'heure vous parliez de la différence entre le confort et le luxe. Mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui le luxe? Est-ce que c'est effectivement d'avoir des millions d'euros, des millions de dollars à mettre sur une œuvre d'art qui peut les valoir, hein. Après tout, l'art est devenu un marché aujourd'hui comme un autre, hein. Donc on se pose plus la question de la beauté, on se pose la question de la question mercantile. Mais est-ce que le luxe, c'est pas justement aujourd'hui le luxe ultime, enfin le luxe suprême, d'abord le silence, ensuite le temps, et troisièmement peut-être un tout petit peu de solitude dans un monde dans lequel on est sollicité quasiment 24 heures sur 24, envahi 24 heures sur 24 par nous-mêmes, par les autres, par l'image qu'on se renvoie de soi-même et tout ça, enfin tous, hein, avec des centaines ou des milliers d'amis virtuels, avec une soumission à l'information permanente tellement massive que finalement tout le monde s'y perd et qu'on a besoin. On a de nouveau besoin des journalistes pour décrypter. Donc, ça va être quoi l'idée du bonheur? Moi, je suis assez pessimiste et inquiète, même pas sur les 40 ans qui viennent, mais déjà sur les 25, parce qu'effectivement, ces majors qui ne sont pas que des majors américaines, mais essentiellement, il y a même un acronyme maintenant, hein, je crois, pour Apple, Google, Amazon et je ne sais plus, Facebook. Elles ont effectivement déjà l'idée de ce qu'est notre bonheur d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. Bon, le 22e siècle, c'est celui de l'immortalité. Avant, il y a celui de la vie la plus longue possible. Et donc, tout va se résumer effectivement à une question d'argent, une question de moyens, de ceux qui auront les moyens d'avoir la vie éternelle, de ceux qui auront les moyens de vivre en bonne santé, de ceux qui auront les moyens d'avoir le meilleur des peu de ressources qui restera. Mais est-ce que pour autant ils sont heureux ou est-ce qu'ils seront une somme de données, une somme de 0 et de 1, une somme d'informations à la disposition de ces majors justement qui vont les solliciter pour les faire consommer. Moi je suis très très pessimiste sur ça et sur la question de ce que sera le bonheur à ce moment-là. Et là effectivement l'énergie qu'il va falloir déployer pour chaque être humain pour trouver de quoi se singulariser et se protéger, enfin je veux dire se mettre à l'écart de tout ce bruit, je pense que ça va être phénoménal. Ça va être une formidable éducation pas à très faire envie, aussi. En fait. J'ai envie de vivre longtemps, mais j'ai pas très envie de vivre dans ce monde-là. Ouais. Bon. Je vous cite juste une phrase que j'ai reprise dans mon livre, là, Eric Schmidt, le patron de Google, qui dit « Le temps n'est pas loin où la vie privée sera une anomalie ». Oui, elle l'est déjà quasiment. Sera une anomalie. Bon, mais il va falloir se débrouiller avec ça. C'est-à-dire que c'est quand même c'est assez peut-être Marc, il va hallucinant. falloir aller l'intrusion dans l'individu, la façon dont aujourd'hui on est scanné politiquement, en termes de consommation, en termes d'habitude, en termes de préférences sexuelles. C'est-à-dire la capacité qu'ont les ordinateurs de la NSA aujourd'hui de savoir absolument tout sur tout le monde à tout moment. Ça ne veut pas dire qu'ils vont s'en servir contre les uns contre les autres, mais ça prouve que l'individualité, elle est à la fois, on sacralise l'individu, on fait semblant de sacraliser, et en même temps, on est en train de littéralement de le tuer. Et je suis d'accord avec Audrey, ça m'inquiète énormément. Vous parlez de la capacité justement des ordinateurs à savoir sur nous tout ce qu'on sait, mais la capacité des uns sur les autres à savoir ce qu'on est. C'est-à-dire
la place qui est de moins en moins laissée au hasard dans la vie, au hasard d'une rencontre, même pas forcément une rencontre amoureuse, hein, mais même une rencontre avec un ami, avec quelqu'un, avec un auteur aujourd'hui, là, se rencontrer, se parler. Le peu de place qui est laissé aujourd'hui à la vraie vie, quoi, au hasard, à l'aléa, à la surprise, à la mauvaise surprise parfois. Ouais, à l'autre, à l'autre en fait. gros. Voilà. Mais, donc vous parlez d'utopie, vous parlez du futur, mais depuis le XVIe siècle, les utopies sur le bonheur ont toujours été des utopies totalitaires. Dès qu'un groupe d'individus a pensé pour un autre groupe d'individus quel serait le meilleur chemin du bonheur, ça a conduit à des catastrophes. Vous parlez de Google, etc., mais quand il y a un groupe d'individus qui décide qu'une religion doit se pratiquer de telle façon, c'est aussi pour une forme de bonheur ou une forme de salut, c'est aussi totalitaire. Donc on peut dire que l'être humain porte en lui, depuis la nuit des temps, mais depuis la naissance des religions, depuis la naissance de la mythologie, de gérer le bonheur des autres. Et que toute l'histoire de la mythologie grecque, ce sont des révoltes d'individus contre des volontés de bonheur données par une puissance supérieure qui punit celui qui échappe au bonheur induit, qui le punit de malheur. Et c'est ça l'histoire de l'humanité. Mais la différence, c'est l'accélération aujourd'hui. Alors là, on est dans l'accélération. Ah oui, là, on Et est alors, passé, je viens de passer au téléphone portable. Enfin. Vous n'êtes pas dans l'accélération, Paul. Là, vous n'êtes pas dans l'accélération, vous êtes dans la résistance. Alors, je vais vous dire mon expérience. La subversion qui s'annonce. Non, mais je vais vous dire mon expérience, à quoi j'étais très, très étonnée. C'est donc, j'adore envoyer des SMS, mais c'est récent, hein, ça a 3 mois. Bon. Donc, j'envoie des SMS, etc. Un petit bonheur. Bon, moi, je vais cacher mes téléphones. Eh bien, vous savez quoi ? Mon téléphone me dit les mots que je dois envoyer. Et alors, au début, je ne faisais pas attention, je frappais et je ne voyais pas qu'il me faisait dire des choses. C'est-à-dire qu'à mon téléphone portable, moi, j'essaie d'être subtile, de prendre la subtilité. Alors, j'essaie de faire des mots à double sens, etc., pour mes interlocuteurs. Et le téléphone, il me fait dire des horreurs. Et j'ai un merveilleux attaché de presse, Pierre Gestet, et je lui dis, je suis très très embêtée de ce que je suis en train de t'écrire. C'était pas. Je voulais lui écrire Good night, disait le tennisman borgne en recevant une balle dans son œil valide. Voilà ce que j'envoie comme SMS. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça a déclenché sur ce téléphone. Non, je m'excuse. Et il me répond, eh ben, chaque fois que je veux dire je t'embrasse, mon téléphone me fait écrire je t'aime. C'est déjà, au moins c'est mignon, parce que parfois c'est moins, ça tombe moins bien quand même. Alors, je me demande s'il enregistrait des trucs dans sa mémoire, le téléphone, et s'il fait. Et c'est d'une drôlerie, mais d'une drôlerie effrayante. Enfin, c'est mon expérience de Google. Ouais, mais hein, ça, voilà. Paul, on peut le déconnecter, ça. Ah oui, oui. Je pense qu'il faut en parler à la sortie, là, entre Marc et vous, Paul. On va pas vous embêter avec ça, mais il y a une touche. Pardon. Il suffit de déconnecter. Oui. Pardonnez-moi les uns les autres. Je vois simplement là-bas que le temps déroule. On ne s'ennuie pas du tout. Enfin, en tout cas, moi, j'ai ce sentiment, mais je pense que c'est un sentiment partagé. Comme on a été quand même assez pessimiste dans ces dernières 5 minutes, je vais tenter quand même de vous demander, peut-être avec une volonté d'humilité très grande, ce dont je vous sais capable, de nous dire vos petits bonheurs. J'aimerais, moi, que vous nous disiez vos petits bonheurs. Ça nous ferait du bien quand même, non ? On ne peut pas essayer, Marc, de nous... Ah bah si, moi... Du côté de la Dordogne, de Gand, oui, mais alors on est parti de pour Fort-de-France. On est parti pour 2 heures, parce que moi j'en ai des tonnes de petits bonheurs, des grands, des moyens, des... Allez, 2 petits bonheurs, allez. Ah bah tous, non. Moi le bonheur, je pense que le bonheur c'est par exemple d'écrire, parce que j'écris toujours mes bouquins l'été, avec autour de moi mes 4 enfants, mon petit-fils, qui mettent un bazar absolument innommable, et j'entends le bazar de loin, et en fait ça me rassure. C'est-à-dire que ça ne me distrait pas, ça me rassure.
Oui, tout ce qui est lié à la famille, à ma femme, à mes 4 enfants, à mon petit-fils, tout ça, ça c'est pour moi. En fait, moi, je suis toujours considéré comme n'étant qu'un témoin que je passe entre mon père et ma mère, pour qui j'avais énormément d'admiration. Malheureusement, je n'ai pas connu mon père très longtemps, mais et avoir passé ça à mes enfants. Et moi, ça me suffit. Pour moi, d'avoir réussi à faire ce passage, ça suffit comme critère de la réussite de mon existence. Après, tout le reste qui a suivi, les livres, les films, tout ça, bon, c'est bien que ça soit là, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important pour moi. Et puis c'est un beau témoignage de l'humanisme dont on a besoin par les temps qui courent, enfin, il me semble. Audrey, alors les petits Mais moi, bonheurs. pareil, ça pourrait durer des heures, mais bon, je dirais peut-être. Déjà, un premier bonheur, c'est de faire rire ma fille, qui a 17 ans. Vous savez, quand on a 17 ans, on ne trouve pas toujours ses parents très drôles. Donc, donc quand j'arrive à la faire rire, je suis plutôt contente de moi. Ensuite, un bonheur incommensurable, c'est de pouvoir dormir. Alors ça, vraiment, je vous assure que quand je sais que je peux dormir, je me dis, là, je suis pas loin de l'extase. Parce que c'est quand même assez rare. C'est quelque chose d'assez rare dans ma vie, de pouvoir dormir. Et puis après, bon, je vais passer la parole à Paul, mais dans les centaines de petits... Parce que justement, cette question du bonheur dont on parle depuis tout à l'heure, c'est... Quand je vous parle de recherche, de quête de bonheur, c'est que pour moi... Le bonheur est dans chaque chose, il peut être dans chaque minute, chaque moment. Il peut être dans chaque événement, chaque objet de la vie. Le bonheur, il est dans une framboise nouvelle que je regarde et que je cueille sur le framboisier et que je peux me poser la question pendant toute la journée de savoir pourquoi il y a tant d'alvéoles dans la framboise et pourquoi elles ont cette forme. Et comme je ne suis pas bonne en maths, j'ai pas la solution. Le bonheur, ça peut être évidemment un repas entre amis, ça peut être un moment de grâce et d'absolu dans un endroit splendide où vous avez l'impression d'être seul et d'être à l'abri des bruits du monde. Ça peut être des tas de choses. Ce qui est important, enfin moi, ce que j'essaie dans ma vie, dans la vraie vie, pas dans la vie à la télévision, mais dans ma vraie vie, je dis souvent, ce que j'essaie, c'est de dilater le temps. Comme je n'en ai pas beaucoup, comme on n'en a pas beaucoup de toute façon, c'est de dilater le temps, donc de profiter de chaque minute, de chaque événement, de chaque moment passé, en essayant effectivement d'en tirer un maximum de bonheur, en se disant, c'est toujours ça de prix. Bon. Paul. Ben, je rejoins ce que dit Audrey. Le bonheur, il est à la portée de main. Il est dans chaque instant. Il suffit de le choisir. Ah oui, ça c'est fort. Voilà. Il faut choisir. Évidemment, en l'absence de malheur majeur qui est de perdre les siens ou la crainte de les perdre. Parce que ça, on est dans l'effroi. Mais autrement, il suffit de choisir que ce moment, il sera heureux plutôt que malheureux. Bon. Ensuite, je crois que plus ça va, moins il faut se tourner vers soi et plus il faut aller vers les autres. Parce que l'expérience du bonheur en soi, au fond, on la perd. Mais quand on voit le bonheur chez les autres, et pour peu qu'on l'ait provoqué, alors là, on prend conscience des choses. Et puis, il y a des grands moments. Et moi, là, en ce moment, je suis pas dans le bonheur, je suis euphorique. Je suis euphorique parce que j'écris un bouquin, si vous saviez comme c'est bien. C'est-à-dire que je suis à égale distance du moment où on dit « bouf, qu'est-ce que ça va donner ?» et du moment où on le rend à l'éditeur et où les ennuis commencent. Pas les ennuis, les angoisses commencent. Je suis au moment où je suis maître du monde. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Ça, c'est le vrai bonheur, c'est le bonheur suprême. Bien. Mais effectivement, on peut être très joyeux et pas forcément heureux. Et vous avez ressenti ça, Audrey, en écrivant Les femmes, Elle, femme libre ? Le fait d'être joyeuse Oui. et pas heureuse, oui, bien sûr, mais plusieurs fois par jour. Oui, c'était leur cas. Est-ce qu'elles ont été heureuses ? Elles ont été heureuses à plusieurs moments de leur vie. Elles ont été heureuses à plusieurs réalisations de leur vie. Elles ont été extrêmement joyeuses. Ça a été le cas, par exemple, de Louise Michel, dont je reparle. Mais vous voyez, par exemple, c'est à l'inverse, quelqu'un comme Joyce Carol Oates, dont je parle aussi dans ce livre, qui est une auteure
ultra prolifique. Alors on a tout dit sur Joyce Carol Oates, la machine à écrire, l'écriture automatique, elle écrit tout le temps. Elle écrit 5 romans par an, 5, 6, 7 romans par an, des nouvelles, des livres pour enfants, et tout ça. Mais elle écrit tout le temps. C'est maladif, elle est dans un taxi, elle écrit, elle est dans un ascenseur, elle éccrit. Elle fait la promo aussi. Voilà. Pas toujours. Non, mais elle ne 7 publie promos pas. par an, Non, ça mais c'est une punition. elle publie pas les 7. Chaque année, parce que sinon ni l'éditeur ni le traducteur, enfin personne ne peut suivre, ni le lecteur d'ailleurs. Mais elle a une œuvre d'une profusion incroyable, une belle œuvre parce qu'on peut écrire beaucoup, écrire mal. Mais elle écrit beaucoup et elle écrit des choses formidables. Et cette personne qui qui aujourd'hui, je pense qu'elle a pas loin de 70 ans, qui depuis 40 ans écrit comme ça tout le temps, publie un succès incroyable. Elle a eu une vie, elle a été mariée une première fois, elle a perdu son mari, elle est tombée amoureuse tout de suite après, elle a un deuxième mari qu'elle a épousé quand elle avait bien plus de 60 ans, et elle est aujourd'hui très heureuse de ça. Et bien, elle nous dit, le sentiment d'échec m'habite tous les jours, tout le temps. Donc je me dis, mais ah oui, même elle n'est pas heureuse. Bon, ben voici, nous mais arrivons... on peut être optimiste quand même, hein, il faut y croire, hein, ne soyez pas plombés. Nous arrivons trop vite au terme de mon point de vue, de cet échange, de cette table ronde. Je vous remercie tous les trois d'avoir exploré, au masculin et féminin, le sujet.